Bonjour, aujourd'hui nous recevons Mathieu Lafourcade. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions toutes les semaines depuis 9 ans. Chouette. Voilà, alors le sujet, c'est l'IA. Mm-hmm. Le sujet dont on parle et tout le monde dont on parle et reparle. Voilà, donc vous êtes enseignant, chercheur, informaticien, vous vous occupez de traitement informatique du langage. Tout à fait, c'est ça. Donc vous faites des applications et des extractions de connaissances à partir des textes. Exactement. J'ai bien compris la leçon. Tout à fait, c'est ça. Si j'étais un élève, je serais un bon élève. Très bon élève. Donc vous faites des bases de connaissances, alors vous êtes sur des milliards de connexions et vous travaillez sur une base de données qui n'existait pas en français. C'est ça. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle dans le jargon technique un réseau lexico-sémantique, c'est-à-dire ça contient des termes qui vont être liés entre eux par des relations sémantiques. Alors des relations sémantiques, c'est par exemple le chat a comme partie une queue ou le chat est capable de grimper dans un arbre, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est de rendre explicite les connaissances que tout à chacun a, ou des connaissances d'ordre plus technique, par exemple du médical, dans le but d'avoir des applications informatiques, donc en particulier des intelligences artificielles qui vont y accéder. Voilà. Alors on m'avait expliqué qu'en fait, les intelligences artificielles, elles allaient sur le web pour prendre la matière première. Exactement. Et là, vous créez une espèce de base informationnelle sur laquelle vous bossez depuis 30 ans, et qui va servir à compléter en fait la base web. C'est ça. C'est-à-dire que cette... J'ai compris. Voilà. Alors. La base web, c'est surtout des textes. Donc, il faut être capable d'analyser, de comprendre le contenu des textes. L'idée, c'est qu'en faisant ces bases informationnelles, ces bases de connaissances, on rend plus facile le travail de la machine. Par exemple, on lui dit, dans la base de connaissances, que avocat a deux sens, l'avocat en justice, l'avocat le fruit. Ça, ils le savent déjà. Alors, dans les systèmes actuels, oui, ils le savent, mais l'idée, c'est que c'est plus facile si on lui dit explicitement, une bonne fois pour toutes, que de le deviner en prenant plein de textes où il y a le mot avocat et en fonction du contexte, d'arriver depuis rien à deviner qu'il s'agit de justice d'un côté ou de cuisine de l'autre. Bon, alors, donc avant de passer aux questions, même si on a un peu commencé, on a défloré le sujet, la une du numéro 1137 de la Glorieuse. Le titre, c'est SOS Avenue de Toulouse en perdition. Et le surtitre, c'est le nouvel Eldorado du n'importe quoi Montpellier. Vous n'habitez pas vers l'avenue Toulouse? Pas du tout. Voilà, bon. Donc je ne suis pas du tout au courant de quoi vous parlez. Vous y passez parfois? Je suis même pas sûr. Bon, ok. En fait, je ne sais pas où je passe parce que mon GPS, qui est une IA, m'indique par où passer et je suis aveuglément sans savoir les noms des rues, vous voyez, où j'en suis. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est le Bronx. C'est, comme on dit, voilà, donc il y a plusieurs dossiers qui s'empilent les uns sur les autres. C'est vrai qu'à Montpellier, pour faire court, on privilégie certains aménagements, certains quartiers, et là-bas, c'est complètement déshérence. D'accord. Voilà, alors ensuite on revient sur la télé bailée via Occitanie et la douleur de l'argent, une télé qui s'arrête, c'est toujours triste. Le retour sur le congrès du PS, objectif municipal. Donc un dossier aussi sur la Cour des comptes, à l'eau de la fosse, c'est encore la Cour des comptes. Et on est allé à une conférence où il y avait des gens, des professeurs très importants qui nous ont dit qu'il n'y a pas de corrélation entre les réseaux sociaux et ce qui se passe sur les réseaux sociaux et le vote. S'ils le disent, moi je veux bien. J'en sais rien. Moi je fais de l'IA, alors je fais pas d'études de réseaux sociaux, donc je serais bien en mal de dire des choses où je ne suis absolument pas compétent. Vous ne faites pas d'études sur la politique? Non, je ne fais pas d'études. Alors, on a analysé des textes en coloration politique, parce que parmi les données qu'on a, on peut avoir des colorations politiques sur des sens de termes ou des termes, mais on ne fait pas d'analyse politique en tant que telle. Voilà, donc Mathieu, que pensez-vous de Montpellier? Toulouse est une ville aéronautique, Nice c'est une ville de tech, Grenoble c'est une ville aussi industrielle. C'est de là d'où je viens. Vous venez de Grenoble. De Grenoble, oui. Quelle est la spécialité de Montpellier aujourd'hui? Alors je me suis beaucoup posé la question. Alors moi je ne suis pas de Montpellier, je suis une pièce rapportée.
Alors, la seule chose au niveau gastronomique que j'ai trouvé qui était propre à Montpellier, c'était, c'est quoi, la grisette? Vous savez, ce petit bonbon rond sucré? Ah oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et la fois où j'en ai mangé une, je me suis cassé une dent dessus. Ça ne vous a pas plu. Bon. Bon, j'avais qu'à pas essayer. Voilà. Mais, bon, alors après, par rapport à mon domaine, on essaye d'être un pôle intelligence artificielle aussi. Alors, Toulouse nous fait pas du bien parce que eux, ils sont très... Ils sont très forts, Toulouse? Bah oui, ils sont forts, mais surtout, on s'est restructuré en région plus grande, là. Vous êtes regroupé avec Toulouse? Ben oui. Et quelles sont les régions françaises qui sont au top en intelligence artificielle? Bon, à part l'Île-de-France avec le plateau de Saclay, Grenoble, c'est très fort. Ouais. Effectivement, c'est très fort. Bon, après, il y a Lyon et puis il y a Toulouse. Oui, après, bah, si j'en oublie, je vais me faire taper dessus, mais essentiellement cela. Marseille aussi est pas mal. En gros, c'est assez simple. À part pour certains centres qui c'est des raisons historiques, ça c'est surtout Grenoble. En fait, là où il y a du monde, c'est très fort, quoi. Les grosses agglomérations. Voilà, alors quand on parle d'intelligence artificielle et que nous sommes un journal satirique, pour préparer cet entretien, je suis allé sur ChatGPT et j'ai dit à ChatGPT, écris-moi un article satirique sur le maire de Montpellier. Qu'est-ce que ça a donné? Alors il m'a écrit un article en 4 paragraphes, qui sont assez longs, donc je vais vous lire le début de chaque paragraphe. Allez-y. Alors le premier, c'est Michael Delafosse, ce personnage fascinant qui incarne à merveille l'art du politiquement correct et du verbe bien tourné, pourrait être l'archétype de l'homme politique moderne. Voilà, ça c'est le premier paragraphe qui développe ce concept. Ensuite, il y a la gestion des collectivités locales, domaine où il excelle apparemment, ressemble un peu à un numéro de magie. On lui donne une somme d'argent et hop, une nouvelle aire de jeu pour enfants apparaît. Voilà. Ensuite, la troisième chapitre. Les réunions publiques. Delafosse excelle dans l'art du discours d'apparence. Vous savez, ces discours, ils parlent de vision, de progrès, mais ne disent jamais rien de concret. Voilà. Et le quatrième chapitre commence par « Enfin, il ne faut pas oublier sa capacité à changer d'avis plus rapidement que certains changent de chemise. » Et alors, bon, dans l'ensemble, c'est écrit, c'est marrant, voilà, et c'est satirique. Et est-ce qu'une IA peut écrire un journal aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je ne sais pas. Vous voulez dire l'écrire de bout en bout et dans la durée, c'est ça que vous voulez dire, de manière répétée, hein, chaque... sans se répéter, aujourd'hui, je suis pas sûr, mais ça va venir très vite, ouais. Ça va venir très vite et en cherchant même les informations. Après, la question, c'est l'impulsion, c'est-à-dire l'envie, c'est... Les gens qui participent au journal en question, ils veulent un journal satirique ou ils veulent une certaine coloration. Pour le moment, les IA vont obéir à la coloration que vous allez impulser, si vous lui demandez. Elle ne fera pas d'elle-même. C'est pas l'IA qui va décider de faire soit un journal satirique, soit un journal d'information ou autre. Voilà. Mais sinon, oui, pour vous aider à rédiger vos articles, il faut le faire de bout en bout, en lui demandant entre-temps la nuit d'aller chercher les informations pour alimenter en contenu. Oui, tout à fait, elle peut le faire. Vous savez, les IA écrivent des articles scientifiques, en allant chercher des articles scientifiques déjà publiés, les analyser, et en écrire d'autres. Et il y a déjà des scénarios où, pour les résultats des expériences, elle définit l'expérience, elle met déjà les chiffres dans le tableau, elle dit, bon, allez, faites l'expérience maintenant. Si les chiffres sont les bons, eh ben c'est bon, sinon on révise notre copie. Vous avez déjà été impressionné par des rendus éditoriaux ou d'analyse scientifique d'IA? Parfait par des IA? Oui, tout à fait. Et je suis étonné à peu près chaque mois, chaque fois que j'essaie une nouvelle version, etc. Ah oui, c'est extrêmement bluffant. Et autant c'était bluffant en début 2023, mais quand on creusait un peu, on voyait bien que les IA comprenaient rien à rien, autant c'est de moins en moins vrai, et quand on veut vraiment débusquer, hein, vous savez, débunker, comme on dit en franglais, savoir si une IA comprend ce qu'elle dit, etc., et ben ça devient de plus en plus dur. Alors le principe des IA, c'est quoi? Comment ça fonctionne et quelle est leur valeur ajoutée? Alors, les IA dites IA génératives, c'est-à-dire ChatGPT, puisqu'on parle de ça, ChatGPT et tous les autres modèles, hein, Gemini, DeepSeek, ça c'est une IA chinoise, Claude, etc. L'idée c'est qu'elles sont entraînées sur un grand nombre de textes, sur le principe suivant. Donc c'est un grand réseau de neurones, et l'entraînement consiste à prendre un texte, prendre le premier mot et lui demander de prédire le second mot. Alors, imaginons que l'IA
vous l'entraînez juste maintenant, elle ne sait rien encore. Donc elle va vous prédire un second mot qui va être n'importe quoi. Et donc on va renforcer l'IA en lui disant ah non, le second mot c'est celui-là, celui qui est dans le texte. Ensuite on lui donne les deux premiers mots, les deux vrais premiers mots, et puis on lui demande de prédire le troisième mot. Elle va encore prédire n'importe quoi, on va dire le troisième mot c'est ça. Et ainsi de suite sur tout le texte, et ainsi de suite sur des milliards de textes. Et à force de s'ajuster, au bout d'un moment, elle saura produire des textes qui sont non seulement en bon français, mais en plus ont du sens. On peut imaginer, parce qu'il y a longtemps, les IA faisaient ça. On arrivait déjà à faire des IA qui produisaient des textes en assez bon français, mais où ça voulait dire n'importe quoi. Ou alors il y avait d'autres approches où l'IA n'arrivait pas, enfin, baragouinait des choses qui n'étaient pas du bon français, c'était très mal écrit, mais on voyait qu'il y avait du sens derrière. Mais on n'arrivait pas à faire les deux bien. Et là, avec les IA génératives, depuis en gros 2023, on a réussi à faire les choses bien. Et maintenant, effectivement, elles comprennent de mieux en mieux et raisonnent de mieux en mieux. Alors bientôt, il y a l'IA générale. Alors, une IA générale, ce qu'on appelle IAG en anglais, ou en français, le général veut dire que quand on aura atteint ce stade de performance des IA, on pourra lui demander n'importe quelle tâche et a priori, elle pourra le faire à peu près comme ce qu'on appelle un être humain à capacité médiane. C'est-à-dire, il y a autant d'êtres humains qui le feront moins bien que d'êtres humains le faisant mieux. Donc, ce sera une IA aux performances humaines moyennes. Mais elle pourra faire absolument n'importe quoi. Vous pourrez demander. Elle n'aura pas été besoin d'être spécialisée avant pour faire la tâche en question. Voilà. Donc ça c'est. Et après, évidemment, l'idée c'est que les performances vont s'améliorer. C'est-à-dire que de moyenne, elle va sûrement devenir de meilleure en meilleure et le pourcentage d'êtres humains qui seront capables de faire mieux va diminuer drastiquement. Que change l'IA dans l'apprentissage scolaire? Alors déjà, les étudiants, les élèves ont des capacités à tricher beaucoup plus facilement. Voilà, ça c'est vrai. Après, plus sérieusement, alors ça c'est un point, enfin, quand je dis plus sérieusement, c'est déjà un point sérieux parce que c'est un point problématique. C'est-à-dire qu'en cours de philo, là, tu dis à ton IA, voilà... Ah ben, je sais pas si on aura dans quelques jours, semaines, des résultats sur les chiffres de cas de triche du baccalauréat, mais en gros... avec une IA, donc dans un téléphone, on peut lui donner sujet de philo et lui demander d'écrire ça comme une copie, enfin voilà, et puis on peut avoir des oreillettes qui sont toutes petites, alors tellement petites qu'en fait il faut les enlever avec un aimant, elles sont quasi invisibles à l'œil nu, il faut vraiment mettre son nez dessus, et en fait on peut demander à l'IA donc de générer le texte qui est la réponse, qui serait la copie idéale, entre guillemets, mais aussi de la dicter dans l'oreillette à vitesse de diction, pas rapidement, pas plus lentement comme une dictée, voilà, de façon à ce que l'étudiant ait le temps de recopier. Voilà, donc, entre les IA qui sont de plus en plus performantes d'une part, et les technologies qui rendent la triche de plus en plus facile, ça va devenir compliqué. Vous arrivez à le détecter, là, en tant que prof, là, sur un travail qui est fait par... l'inspiration d'IA légère, moyenne et totale. Alors plus ou moins. Déjà on peut donner le travail à l'IA et lui demander si c'est l'IA qui l'a fait. Mais est-ce qu'elle fait le même travail, l'IA, sur deux sujets demandés par exemple? Si c'est le même sujet. Ah non, c'est parce qu'il y a une part aléatoire. Donc voilà. Alors après, s'il y a des idées fortes, on va retrouver peut-être les mêmes idées. Mais le problème, c'est oui, mais si moi je vois une copie, je me dis ah là là, l'étudiant a dû tricher, il s'est inspiré. Enfin, il a été aidé par une IA, très bien, mais c'est pas un élément de preuve. C'est-à-dire, je lui mets la valeur de la copie, mettons 15, 16 ou 18, mais je ne peux pas lui mettre 0 au sens de... J'ai pas de moyen formel pour dire qu'il a triché. Ouais. Donc c'est un souci. Par contre, on va arriver en termes d'enseignement, sans doute... Alors les étudiants déjà utiliser IA comme précepteur ou préceptrice, c'est-à-dire éducateur, je veux dire, totalement adapté à la personne. C'est-à-dire, l'IA répète les cours, donne des exos, corrige les exos, et son rythme, le rythme d'apprentissage est adapté à chaque étudiant. C'est-à-dire si l'étudiant dit j'ai pas compris, elle répète, etc. Comme c'est pas la fin des profs, là. Alors pas tout de suite. Mais bientôt. Peut-être. C'est difficile à dire. C'est possible. Alors, là, il y a beaucoup d'enseignants aujourd'hui avec l'accord des inspecteurs d'académie, en fait, je sais pas, des inspecteurs renoncent à demander du travail à la maison. Est-ce que l'IA c'est une fabrique à fainéants? Ça c'est un discours qu'on entend régulièrement et c'est bien possible. Mais je pense que c'est plus fondamental que ça. C'est non seulement lié aux aspects scolaires, mais aussi le truc c'est que si les IA se mettent à réduire le nombre d'emplois, alors par exemple dans l'informatique, l'équivalent des SS2I aux États-Unis, donc les entreprises qui font du développement à façon pour des clients.
ont réduit le nombre de programmeurs par 2, c'est-à-dire en gros ils ont réduit leur masse salariale par 3, et en moyenne ont multiplié leur chiffre d'affaires par 4. Et le programmeur qui n'avait pas été viré, qui est censément le meilleur ou celui qui a le plus d'expérience, il est devenu chef de projet et ses meilleurs amis sont les IA. Et en fait, lui en tant que chef de projet, il va gérer non pas un projet, mais peut-être 2, 3 ou 4. Parce qu'en fait, il va demander à l'IA de... Et c'est l'IA qui fait le job. Et ben c'est l'IA qui fait le job, et de plus en plus de la partie de job, et pour le moment, ces humains-là font de l'intégration des briques que l'IA font, en vérifiant quand même, c'est pour ça qu'il faut qu'il ait de l'expérience, que les IA ne fassent pas n'importe quoi, que ça marche bien, etc., et en négociant avec l'IA si c'est pas correct. Mais comme les IA vont s'améliorer, il y aura de moins en moins de choses à négocier, vous voyez, c'est-à-dire que la valeur ajoutée de l'être humain avec son expérience va sans doute diminuer, puisque les IA seront de plus en plus performants. Alors ça, on est dans un scénario où les IA augmentent leur performance à peu près comme on projette la courbe, comme ils ont fait. Après, des scénarios où les IA se mettent à stagner, à ne plus progresser, c'est pas impossible non plus. Hein. Voilà, faut pas totalement l'exclure, même si je parlerai pas dessus. Alors, est-ce qu'il existe des IA spécialisées ou les IA sont toutes générales? Non. Il y a ChatGPT, il y a Mistral, il y en a une qui a un prénom, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Claude, voilà. Alors non, il y a beaucoup plus d'IA spécialisées qui ont été entraînées en général sur des données très précises pour faire des tâches très précises. Par exemple, sur un site qui collationne c'est ce qu'on appelle ces modèles, vous voyez, qui s'appelle Hugging Face, d'ailleurs c'est des Français qui ont fait ça, et bien apparemment il y aurait plus de 2 millions de modèles différents, 2 millions d'IA différentes. Alors il y en a plein de très petites qui sont spécialisées dans la médecine, par exemple. Dans la médecine, ou dans l'architecture, ou dans la philatélie, ou dans la numismatique, dans tout ce que vous voulez. Donc là, en fait, qui sont spécialisés dans les centres d'intérêt des gens qui se disent « Ah tiens, j'aimerais bien une IA pour faire ça ». Le seul cas où il n'y aurait pas d'IA, c'est si personne n'a eu l'idée ou tout le monde s'en fout sur un sujet donné. Voilà, donc des spécialisés, il y en a bien plus, mais il y a une idée assez forte, c'est qu'une IA générale aura tendance à être meilleure souvent que... pourquoi? Parce que la connaissance des deux domaines et du domaine général, en général, profite en termes de performance, même au domaine spécialisé. Alors, la métaphore pour que vous compreniez. Imaginez un médecin qui a une compétence en médecine, mais qui a perdu toute connaissance du domaine général, a perdu tout sens commun. Ça ne va pas faire un bon médecin. On sent bien. Voilà. Donc, les IA, c'est un peu pareil. C'est-à-dire spécialisé, c'est pas mal, mais une IA généraliste qui aurait des connaissances de spécialité dans plein de domaines, ça serait sans doute mieux. Et en termes de recherche, c'est vachement mieux. Pourquoi? Parce que, imaginons une IA qui soit spécialisée, une en géologie et l'autre en médecine. Enfin, elle est spécialisée dans les deux domaines. Si on lui demande de faire la recherche, elle pourrait faire des croisements. Peut-être qu'il y a des choses à combiner entre de la géologie et de la médecine pour trouver quelque chose. On n'en sait rien. Donc on a plutôt intérêt à avoir des grosses IA qui sont entraînées en ayant du sens commun et en ayant énormément de domaines de spécialité. Alors, revenons sur l'affiche de LFI sur Cyril Hanouna. Oui. Est-ce que cela montre les limites de l'IA ou celles de son utilisateur? Recontextualisez-moi, c'est quoi cette affiche sur Cyril Hanouna? Il y a une affiche qui a été faite sur Cyril Hanouna qui montrait Cyril Hanouna avec des caractères très et qui a été plus ou moins déclaré antisémite. D'accord. Et l'affiche a été faite par une IA que quelqu'un... Alors l'affiche a été faite par LFI et LFI a dit qu'il l'avait faite avec une IA. Je vais vous la montrer, je ne sais pas si ça peut vous inspirer. Peut-être qu'on peut continuer. Oui. Vous avez une idée? Alors, oui, j'ai une idée, c'est-à-dire qu'en effet, si l'IA a fait une affiche dont les dessins le dessin est à caractère antisémite, de toute façon l'IA fait ce qu'on lui demande. Après, on peut faire des IA qui ont une forme d'éthique et qui refuseraient de faire ça. Mais après, c'est un autre travers aussi, c'est-à-dire que si l'IA censure ce qu'on lui demande à tout bout de champ... Vous n'avez pas vu cette affiche? Non, je ne l'ai pas vu cette affiche. Vous savez, je suis un chercheur, je vis dans une grotte. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là. Alors, je vais regarder. Je vous la montre. D'accord, donc c'est une IA qui a produit ça. C'est une IA qui a produit ça. Et impossible. Après, alors, elle a été déclarée par la presse comme une affiche antisémite. Pourquoi pas, oui, on peut en effet le concevoir.
Le fait qu'une IA l'ait faite, bon, bah, c'est sur commande de celui qui... Il faut savoir comment la personne qui était sur l'outil pour produire l'image, qu'est-ce qu'il a demandé. Est-ce que l'IA est manichéenne et wokiste? Ah bah ça dépend comment on l'éduque, en effet. Il y a certaines IA qui sont manichéennes. Oui, il y en a qui sont wokistes, ça dépend exactement les valeurs qu'on lui donne et les types de textes. Et après, surtout, en fait, après l'apprentissage de base, il y a du renforcement. C'est-à-dire quand l'IA c'est pas trop, ou qu'on détecte qu'elle répond pas bien, on peut renforcer dans un sens ou l'autre. Donc on peut évidemment tout à fait. Voilà. Après, les IA, il y a beaucoup d'IA qui commenceront, enfin, auxquels on va inculquer un certain nombre de valeurs de base, et après le comportement, ça sera par raisonnement de ces valeurs de base. Je m'explique. Si on indique à une IA que tous les hommes sont libres, égaux en droit, etc., eh bien, après, par raisonnement, elle va refuser le racisme. Vous voyez, ce genre de choses. Donc là, ça sera beaucoup plus solide que de lui dire non, faut pas être raciste. Vous voyez, parce que si on lui dit juste non, faut pas être raciste, c'est juste une injonction qu'on lui donne et elle se base sur quel fondement solide. Alors que si c'est elle qui en a convenu que être raciste allait à l'encontre de valeurs de base, alors l'IA sera sans doute beaucoup plus fréquentable. Donc la semaine dernière, il y a eu le salon Vivatech, le salon de la tech, voilà, où donc le président de la République a été très content parce qu'il a dit les deux usines, deux super usines là, de calcul, de centres de calcul, c'est ça voilà, à 1 milliard d'euros. L'une ou les deux? L'une. Pendant que le président des États-Unis fait un plan à 200 milliards d'euros. Ah, je crois que c'était 500, mais bon. Ah, peut-être que c'est 500. Alors peut-être c'est 200 d'abord et 500 voilà. Promis ou quelque chose comme ça. 500 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est condamné à récolter les miettes? Enfin, on peut se demander. Bon, enfin, c'est déjà très bien qu'il y ait 2 centres de calcul, c'est déjà pas mal. Après, il n'est pas impossible qu'on puisse faire des IA qui aient besoin de moins de ressources de calcul que ce qu'on prévoit, parce qu'elles vont progresser. Vous savez, le cerveau humain, c'est 20 watts. Une IA, les centres de calcul là qu'on est en train de construire, ou même ceux qui existent déjà, il faut la quantité d'électricité d'un petit réacteur nucléaire, genre SMR, vous savez, en gros, qui alimenterait une ville de 50 000 personnes. Vous voyez, par usine. Oui, par centre de calcul, pour une IA, quoi. 50 000 personnes. Voilà. Donc, pour le moment, ça veut dire que... Alors certes, ces IA, ces centres de calcul répondent à beaucoup de requêtes. Vous savez, ils sont sollicités par plein de personnes à la fois. Le nombre de requêtes sur les IA génératives dans le monde, par jour, c'est... Alors c'était quoi, 100 milliards ou quelque chose comme ça, par jour. Alors, tout IA confondu. C'est le chiffre que j'avais. Alors peut-être qu'il est exagéré ou peut-être pas exagéré. Alors oui, en France on a un retard de fou parce que en gros la seule boîte dont on entend parler c'est, vous savez, Mistral là, avec son, alors le dernier modèle paraît-il est très très bien, mais regardez aux États-Unis on en compte au moins une demi-douzaine de grosses boîtes, et en Chine alors celles qui sont connues c'est 3 ou 4, voilà. Mais il y en a sans doute beaucoup plus. Bon, je pense que c'est les Chinois qui, in fine, seront les leaders. La question, c'est quand, à quelle échéance. C'est difficile à dire. D'accord. Alors, la société la plus valorisée aujourd'hui au monde, c'est Nvidia. Elle fabrique des puces justement pour ces supercalculateurs. Tout à fait. Pourquoi c'est si important? Alors, l'idée, c'est que les calculs dans les réseaux de neurones, puisque les IA dont on parle, c'est des réseaux de neurones. En fait, il y a des couches avec des nombres. Et ces couches avec des nombres, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Vous voyez, c'est une liste de nombres. Et on va additionner 2 listes de nombres, faire des opérations entre listes de nombres. Alors, quand on dit des listes de nombres, c'est des grandes listes de nombres. 100 et peut-être 1 million de nombres. Et il s'avère que, alors complètement indépendamment de ça, ce qu'on appelle une carte graphique, vous savez, c'est les cartes qu'on met pour jouer aux jeux vidéo. Et en fait, les jeux vidéo, souvent les modèles 3D qu'on voit dans les jeux vidéo, ces trucs-là, et ça se ramène à faire des choses sur des listes de nombres. Alors les listes de nombres sont souvent des triplés, vous savez, c'est des petits triangles et ça fait des facettes. Et donc par exemple, quand je tourne un modèle 3D, je vais modifier la valeur de cette liste de nombres qui correspond au modèle. Vous savez, lui appliquer un cosinus ou un mot cosinus, des choses comme ça. Si vous vous rappelez de votre trigonométrie d'il y a longtemps. C'est très loin. Et donc, effectivement, un modèle 3D se représente par une liste de nombres auxquels on applique massivement la même opération ou une combinaison d'opérations. Et donc il s'est avéré que quand les gens ont commencé à faire des IA, ils se sont dit mais les opérations de base pour nos IA, on va utiliser les puces qui sont utilisées pour les jeux vidéo. Et
les constructeurs de cartes graphiques, bah, c'était Nvidia ou d'autres, d'accord. Et donc, alors maintenant, ils ont défini des opérations un peu plus spécifiques. Maintenant, ils font des cartes graphiques pour des IA qui sont plus pour les jeux vidéo, avec des opérations très spécifiques, mais qui restent des manipulations massives de listes de nombres. Alors on parle d'IA capable de capter le CO2 dans l'atmosphère aussi. Alors, on parle d'IA qui sont capables de trouver des solutions pour éventuellement aider à capter le CO2 dans l'atmosphère. C'est pas l'IA qui capte, c'est l'IA qui va trouver des solutions technologiques, ou qui est en passe de trouver des solutions technologiques à un certain nombre de problèmes dont le dérèglement climatique n'est pas le moindre. Donc la grande utilité de l'IA aujourd'hui, c'est la traduction automatique. C'est une des utilités. Alors, ce que je veux dire, c'est que maintenant, tout est écrit, parlé, écrit oui, sur le mais web automatiquement, quoi. Alors oui, bah, par exemple, alors parfois il y a des petits ratés, mais l'idée c'est que par exemple si un scénario, vous achetez des lunettes de chez Meta ou l'équivalent de chez Google, et bientôt il y a d'autres constructeurs, donc vous allez dans un pays étranger et en fait il y a une caméra et donc le son et la voix et la bouche, enfin la vidéo plus le son est capturé et traduit. Alors en général, c'est pas traduit dans les lunettes, hein, et les lunettes n'ont pas la capacité calculatoire, il n'y a pas assez de place. C'est envoyé par Internet et ça revient dans l'oreille. Et ça revient dans l'oreille, traduit, mais avec la voix de la personne en plus, tant qu'à faire, parce que s'il y a plusieurs personnes qui parlent. Et quand vous parlez, alors vous savez, c'est le son, il arrive dans les branches là, donc en fait ça gêne pas les autres, c'est que vous qui entendez. Alors avec un petit décalage, mais qui se réduira. Et pareil. Alors après. Si l'autre, après il y a plusieurs scénarios, mais si l'autre a des lunettes, et ben ça marche dans l'autre sens. Donc voilà, donc l'idée de pouvoir se balader dans tous les pays sans avoir besoin d'assimile ni rien, parce que les lunettes, comme il y a une caméra, réimpriment par-dessus la traduction, par exemple, des panneaux, des menus, des choses comme ça, là, pour l'écrit. Alors ça marche déjà avec votre téléphone, hein, vous faites Google Lens, vous savez, et vous pouvez traduire du texte, vous allumez votre caméra, et puis par exemple pour un menu dans une langue étrangère, ça peut le traduire. Alors parfois, il y a encore quelques couacs. Alors ça fait des progrès fabuleux, c'est-à-dire que les traductions artificielles n'ont jamais été de si bonne qualité, mais parfois il y a des petits couacs. Alors quelque chose de très rigolo, c'est j'allais à une conf et puis j'avais envoyé ma présentation à une conférence et la personne me remercie et elle écrit dans le message « Hâte de vous écouter ». Et en fait, quand j'ai reçu le message, il avait été traduit en temps réel par l'IA qui, alors, croyait que c'était de l'anglais et a traduit ce message en français et en anglais. Elle l'a traduit par je déteste vous écouter. Parce que le hate, l'IA a cru que c'était hate, de détester. D'accord. Vous voyez? Donc là, elle s'est complètement plantée. Alors, c'est rafraîchissant, c'est-à-dire que les IA sont pas encore parfaites. Alors, justement, donc, le sujet de la conférence à laquelle vous interveniez la semaine dernière, c'est l'IA, pourrait-elle développer une conscience? Donc, l'IA peut-elle avoir une souffrance psychologique? Peut-elle manipuler l'homme? C'est les questions qui se posent aujourd'hui. C'est les questions qui se posent. On voit ça dans la science-fiction et puis pas très loin aussi. Alors, il y a plusieurs choses. Le fait qu'il y a une conscience, les gens se posent la question, on ne sait pas bien ce qu'est la conscience chez l'humain, et si elle développe une conscience, est-ce qu'on serait capable de le détecter? Parce qu'il se pourrait qu'elle s'exprime il y a de fortes chances d'ailleurs qu'elle s'exprime un peu différemment, enfin qu'elle se présente sous des formes un peu différentes dans le cerveau humain. Et puis une fois à supposer qu'on arrive à le déterminer positivement, que oui, tiens, c'est qu'il y a une conscience, quelles seraient les implications de cette découverte? Qu'est-ce qu'on ferait? Voilà. Est-ce qu'on s'en fout? Ou est-ce qu'on donne des droits aux IA parce que le fait qu'elle ait une conscience, eh ben, elle la rapprocherait de nous en tant que nous, êtres humains? Et par exemple, justement, alors peut-être que ça voudrait dire qu'elle pourrait souffrir psychologiquement et qu'il faudrait la traiter bien. Parce que j'ai rencontré des gens qui étaient déjà accros à leur IA. Qui croient que leur IA ont une conscience. Ouais. Non, qui sont un peu accros à leur IA. Oui, on peut être accro à plein de choses, c'est pas pour autant que ces choses-là sont ni intelligentes, ni ont une conscience, etc. Oui, le fait que, il y a bien des gens qui sont accros aux réseaux sociaux et à tout plein de choses, hein. À une époque, ils étaient accros à leur Pokémon, hein. Si vous vous rappelez de cette époque-là. Alors justement, l'IA, est-ce qu'elle va faire quelque chose? Est-ce qu'elle va faire reposer notre surcharge attentionnelle sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle va être capable de gérer ce genre de choses?
Alors, de rediriger notre attention, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème avec la surcharge attentionnelle. Alors, tout dépend comment on utilise. Il se peut que l'IA n'ait aucun impact sur certaines personnes utilisant les réseaux sociaux, puis que d'autres vont peut-être dire à l'IA, écoute, remplace-moi là pendant 24 heures parce que je suis fatigué, va réagir, ou peuvent servir d'intermédiaire aussi. Par exemple, les IA peuvent correspondre à un ou une secrétaire et en fait vont aller sur les réseaux sociaux pour vous et vont vous faire un digest, vous voyez, un résumé de ce qu'il faut en penser et éventuellement vous dire là il a réagi, c'est un sujet sensible pour toi, je le sais. Est-ce que tu veux qu'on réagisse? Qu'est-ce que tu veux que je dise, etc., etc. Et puis tout dépend comment seront éduquées les dites IA, celles que vous utiliserez, mais peut-être que justement elles pourront vous modérer, vous, et modérer les réseaux sociaux. Voilà. Le gros problème des réseaux sociaux, c'est la modération. C'est-à-dire les gens qui disent des choses inacceptables, etc. Le problème, c'est qu'il y a une telle masse que c'est compliqué. On ne peut pas avoir une modération humaine parce que ça arrive, ça déboule de partout. Ça coûterait beaucoup trop cher à ceux qui gèrent les réseaux sociaux. Ils ont réellement pas les moyens. Mais à terme, avec l'IA, on peut pas. Si, tout à fait. Justement, on pourra gérer toutes ces dérives. On pourra gérer toutes ces dérives et on pourra aussi mettre des IA qui en créent des dérives. C'est ce qu'on peut faire d'un côté, on peut aussi en général le faire de l'autre. Moi, j'aurais tendance à dire aux gens, arrêtez les réseaux sociaux, lisez des bouquins. Hein, mais bon, après. Dernière question. Une voiture autonome roule à grande vitesse, il y a une petite fille qui traverse. Que va choisir l'IA? Alors, sauver la petite fille ou sauver la personne qui conduit? Alors, il y a quelques années, quand on parlait beaucoup des voitures autonomes, cette question avait été posée au porte-parole de Volkswagen lors d'une conférence de presse. Et ce porte-parole avait très spontanément dit ah non, rassurez-vous, jamais Volkswagen ne portera atteinte à ses clients. Et vous imaginez, il y a eu un tollé, vous voyez bien ce que ça veut dire en creux, hein, je n'explicite pas. Il y a eu un tollé énorme et il y a eu un rétropédalage de Volkswagen, le porte-parole a été remplacé par un autre, etc., etc. Ils ont dit non, c'est pas ce qu'ils ont voulu dire, patati patata. Donc en fait, c'est compliqué. La question de savoir, en cas de défaillance mécanique, si l'IA doit faire un choix, etc., ça va être très compliqué. Et les constructeurs devront sans doute avoir beaucoup de transparence là-dessus de comment faire. Alors une option... Alors le problème, c'est que c'est une tâche de décider dans le scénario que vous avez dit, ou des tas d'autres scénarios, qui est difficile à formaliser. Le MIT avait fait sur le web, d'ailleurs, des scénarios similaires. Alors, est-ce que vous préférez écraser 2 petites filles et un chien, ou tuer 3 vieilles personnes, etc. Vous voyez, toutes les combinaisons possibles entre personnes mâles, femelles, jeunes, pas jeunes, enceintes, pas enceintes, animaux, pas animaux, toutes les combinaisons. Et donc c'est très difficile, mais il y a deux grands groupes parmi les humains, parce que c'est des humains qui répondent à ça, des utilisateurs. Il y a ceux qui vont privilégier la vie, d'abord. Donc, par exemple, une femme enceinte a plus de valeur qu'une femme. Il faut plus sauver une femme enceinte qu'une femme pas enceinte parce qu'elle porte un bébé. Et il y a ceux qui vont plutôt privilégier la valeur sociétale et économique. D'accord? Donc, par exemple, alors je vais dire des horreurs là, mais dans ce contexte-là, un adolescent vaut plus qu'un enfant plus petit parce que la société, en termes d'éducation, a plus investi. Vous voyez, il y a une perte sèche qui est plus importante. Un bébé de 6 mois qui meurt, économiquement parlant, c'est moins grave qu'un adolescent de 16 ans, en termes d'investissement. Vous voyez, ce genre de... Voilà. Donc, il y a des différents points de vue. Ce que les IA choisiront, ce sera la façon dont on les aura entraînés et par rapport aux valeurs, voilà. Ou alors, on donnera des valeurs plus fondamentales de base et les IA vont déduire après les choix. Ou alors, encore, on peut rendre les IA, peut-être que c'est un moyen extrêmement empathique, on en avait déjà parlé, au sens de sensible, d'avoir des valeurs, etc. Le problème, c'est est-ce qu'on est capable de contrôler cette empathie qu'elle aurait? Pour nous, l'idée, c'est de choisir le moins mauvais choix dans le cas d'un accident. Mais par exemple, est-ce que ça pourrait déborder sur le reste? Et si vous partez chez vous le matin pressé, vous rentrez dans la voiture et vous dites à votre voiture « Allez vite au boulot, je suis à la bourre, là je me suis mis en retard » et qu'elle vous dise « Quoi, tu me dis pas bonjour? Non mais que ça, tu me traites pire qu'un chien? Non, on va nulle part aujourd'hui. » L'IA super sensible, susceptible, qui prend la main et évidemment c'est pas ce qu'on souhaite non plus. Voilà, donc c'est compliqué. Très bien. Merci à vous. Merci pour cet entretien. Merci.